RCF Lyon-Fourvière, Lucie Bavrel. Des souris et des hommes, c'est chaque semaine avec Jean Pouly. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Vous nous parlez aujourd'hui un petit peu dans le prolongement de ce qu'on a commencé à faire les semaines précédentes. On parle d'intelligence artificielle et cette question, pour débuter, les machines peuvent-elles remplacer l'homme ? Nous allons voir, à chaque fois ça pose, nous l'avons vu à chaque fois, des débats. Donc l'idée, moi, c'est plutôt d'éclairer les auditeurs en fait sur ce que c'est que l'intelligence artificielle, ses applications et finalement les débats qu'elle suscite. On peut commencer par essayer de dessiner une définition de cette notion intelligence artificielle. Selon l'un de ces théoriciens qui s'appelle Marvin Minsky, on peut dire en fait que l'intelligence artificielle, c'est des programmes informatiques qui essayent d'imiter en fait des tâches paradoxalement qui sont déjà atteintes par le cerveau humain, mais qui demandent des processus mentaux en fait de haut niveau, comme l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Donc c'est un vaste programme. Et il y a d'ailleurs des variantes dans cette conception de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a ceux qui veulent, un petit peu comme ce que je viens de décrire, imiter l'intelligence humaine, et d'autres qui aimeraient créer une intelligence idéale, donc pallier quelque part aux limites de l'intelligence humaine. Parce que si on prend par exemple simplement la capacité de traitement de l'information, on voit bien que selon les spécialistes notamment des processeurs informatiques, en gros d'ici 2019, la capacité de traitement de calcul va largement égaler celle du cerveau humain. Et j'allais dire, donc le but, on le voit derrière, c'est d'améliorer, voire de se substituer à l'intelligence humaine. Pourquoi est-ce que cette intelligence est-elle si complexe à imiter, voire à dépasser ? Eh bien parce que certaines connaissances qu'on appelle implicites, en fait, elles sont acquises par l'expérience. Et c'est très difficile à formaliser. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on va distinguer un visage qui est familier au milieu de 200 visages ? C'est très difficile parce qu'effectivement, c'est l'expérience, c'est ce qu'on va appeler, nous, l'intuition. Et c'est là que, quelque part, il y a un autre concept qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, qui fait référence à des machines qui seraient en fait capables de non seulement produire un comportement dit intelligent, mais aussi d'éprouver une sorte de conscience de soi, des vrais sentiments, avoir la compréhension de ses propres raisonnements. Alors là, vous vous doutez bien que pour atteindre ce niveau d'intelligence, ça va être beaucoup plus complexe. Et à quoi ça peut servir, cette intelligence artificielle ? Et dans quel domaine on pourrait l'utiliser et elle se concrétise aujourd'hui ? Vous allez voir qu'en fait, à travers de différents exemples, que c'est déjà à l'œuvre dans des logiciels que l'on connaît bien. Alors, il y en a un qui est mal connu par le grand public, mais le système bancaire, par exemple, on a beaucoup parlé du trading à haute fréquence, qui a un petit peu accéléré les cracks financiers ou alimenté aussi les bulles spéculatives. C'est des logiciels qui sont des systèmes experts, en fait, qui reproduisent une expertise humaine, mais à vitesse très très rapide, ou l'évaluation du risque, par exemple, sur les crédits. Et on voit aussi, à travers cet exemple, les risques et les limites de laisser aux machines, qui vont beaucoup plus vite que le cerveau humain. Si on met pas des pare-feux, on peut arriver à des problèmes. Et puis, finalement, en imitant l'homme, on imite, par exemple, le langage. Donc, on essaye de traiter le langage naturel, qu'il s'agisse, par exemple, de traduire un texte, ou de le comprendre. Et on connaît bien, depuis longtemps déjà, des logiciels comme AltaVista ou Google Traduction, qui aujourd'hui arrivent à des niveaux assez importants, même si pour l'instant ils ne rejoignent pas le niveau des traducteurs professionnels. Alors il y a aussi la résolution de problèmes complexes qu'on trouve notamment dans certains jeux. Il faut savoir que le champion du monde de backgammon est un programme informatique depuis déjà de nombreuses années. Un ordinateur qui est énorme, qui s'appelle le Deep Blue, est le premier ordinateur qui est arrivé à battre le champion du monde d'échecs en titre. Et apparemment, le jeu de Go, lui, résiste un peu plus au programme. Ça doit être plus compliqué. Je connais pas le jeu de Go. Mais vous voyez les machines commencent à dépasser les hommes. Alors, la reconnaissance de la parole, tout le monde connaît ça. Quand on entend cette dame SNCF qui nous annonce le quai ou l'heure, là, c'est... le retard. Ou le retard. Alors, effectivement, c'est pas parfait, mais ça marche quand même. Et puis, évidemment, les boîtes vocales qui reconnaissent notre voix, choix 1, choix 2, je veux telle formalité. De plus en plus, ça devient de plus en plus optimisé.
Alors la reconnaissance de l'écriture, aujourd'hui n'importe quelle tablette graphique reconnaît l'écriture manuscrite, même si c'est très complexe, et là c'est rigolo parce que ça nous amène effectivement à ce que c'est l'être humain, parce que quelque part avec la graphologie on voit bien que c'est un petit peu comme l'empreinte digitale, c'est ce qu'il y a de plus profondément humain, c'est quasiment unique. Donc on arrive à de grands progrès, mais c'est très difficile de se rapprocher de la perfection pour reconnaître toutes les écritures. Et puis également la reconnaissance des visages, on le voit avec par exemple le logiciel Picasa de Google qui reconnaît dans vos photos votre visage par assimilation, et plus vous en choisissez, plus il reconnaît les visages. Il peut y avoir des applications dans le domaine de la sécurité par exemple, la police utilise ce genre de logiciel. Est-ce qu'il faut qu'on s'attende à ce qu'un jour l'intelligence artificielle se substitue à l'intelligence humaine ? C'est un débat, en fait, il y a depuis longtemps un débat entre ceux qui pensent que c'est totalement impossible, et généralement ils s'appuient sur plutôt des convictions philosophiques, voire religieuses. Les autres sont plutôt partagés sur, j'allais dire, le degré de substitution, jusqu'où on va se substituer, et sur les formes d'intelligence qui seront imitées ou dépassées. Parce qu'en fait, on se rend compte, quand on étudie un petit peu la littérature, qu'il existe d'abord de nombreuses formes d'intelligence. Il y a les plus connus, l'intelligence logico-mathématique, qui est souvent mis en avant à l'école d'ailleurs, ou verbo-linguistique, que les machines justement essayent d'imiter. Mais il y a aussi l'intelligence corporelle et kinesthésique. Alors on l'a vu avec les robots, que avec la bipédie, que c'est beaucoup plus complexe à imiter. L'intelligence spatiale, intrapersonnelle, existentielle et même naturaliste. Donc c'est Howard Gardner qui a mis en exergue ces 9 types d'intelligence, et on voit que si on veut toutes les imiter dans leur complexité, ça devient difficile, et c'est là aussi la complexité de l'intelligence humaine. Mais je dirais que pour conclure, encore une fois, un petit peu comme les autres débats qu'on a eu les semaines précédentes, c'est plutôt la conception de l'homme en réalité qui va primer dans ce débat passionnant, un petit peu comme, vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez des No Life, ces adolescents qui se réfugient dans ces mondes virtuels et qui s'appellent No Life, qui ne vivent pas. La question, c'est savoir finalement qu'est-ce que nous voulons vivre ou pas. Qu'est-ce que nous voulons, j'allais dire, faire ou ne pas faire, et donc déléguer à des machines. Et quelque part, c'est notre liberté d'être humain de choisir ça, de faire ce choix. Et en petit clin d'œil, je dirais que finalement, c'est peut-être ça, cette liberté qui va faire la différence avec les machines qui, eux, n'ont pas cette liberté. Merci beaucoup, Jean Pouly. Une question qu'on aimerait creuser davantage avec vous, une question philosophique, religieuse, bien sûr. En tout cas, on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Des souris et des hommes. À très bientôt.